donc désolée. Charline et Diana, ceux qui viennent régulièrement à ces mensuels de l'innovation, nous connaissent bien. Charline anime le réseau du Club des sites d'Alsace et en charge aussi de l'animation de labels Tourisme et Handicap et Qualité Tourisme. Et moi, je suis Diana Siliento, je suis chargée de mission ADT sur l'innovation. Mon travail est d'aider de jeunes entreprises innovantes à se concrétiser sur notre territoire alsacien. Et je suis vraiment contente de vous accueillir tous aujourd'hui. Je voulais vous dire que j'étais toujours à l'écoute de vos projets, de vos projets de territoire. Et si on peut connecter ça avec des startups que j'aide à se développer, pourquoi pas travailler ensemble et lancer quelques expérimentations. En tout cas, n'hésitez pas à venir m'en parler de votre projet. Je voulais aussi vous dire que pour ces mensuels de l'innovation, n'hésitez pas à venir nous challenger sur la prochaine mensuelle en nous disant, Charline, Diana, allez me chercher tel ou tel type de technologie, telle ou telle innovation de service. Dès que vous avez un sujet qui vous parle ou que vous aimeriez un petit peu explorer avec nous, challengez-nous. Voilà, on ira vous chercher les bons interlocuteurs et pourquoi pas proposer une mensuelle sur le thème. Pourquoi travailler, pourquoi ces mensuels? En fait, c'était au départ pour générer des opportunités de collaboration entre les acteurs du tourisme et entre le monde du tourisme et le monde de l'innovation globalement. Du côté des startups, ça permet quand même de se faire connaître et de faire grandir un projet en étant très proche des besoins du terrain. On vient en général avec des startups qui sont plutôt matures et qui ont un produit déjà bien conçu, voire à vendre. Ils en sont en général à l'étape où soit ils sont preuve de concept, soit ils cherchent à se développer en Alsace. Pour les acteurs du tourisme, c'était un moyen de vous proposer, de vous inspirer, d'oser innover en ayant recours, pourquoi pas, à des entreprises en développement, puisque l'innovation, elle vient essentiellement du fait qu'on travaille à plusieurs avec des domaines de métiers très différents. Si on cherche toujours à innover en circuit fermé, on se heurte à une innovation qui est plus pauvre que si on s'ouvre à on va dire, à des sociétés extérieures et qu'on partage son projet avec des gens qui ont une ADN différente. Voilà. Aujourd'hui, on accueille Kemal pour la société Brave New Media. Moi, j'ai fait la connaissance de Kemal aux 48 heures de l'innovation touristique. Et c'est un projet que je suis de près depuis quelques mois. Et je suis très contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui. Enfin, il va se présenter tout seul, hein. Mais voilà, c'est la réalité augmentée. C'est un sujet qui est au cœur de beaucoup de choses aujourd'hui, au cœur des tendances déjà d'aujourd'hui. C'était important qu'on fasse un point sur c'est quoi la réalité augmentée et puis quelles applications on peut voir dans le tourisme sur cette technologie-là. Voilà, avant de passer la parole à Kemal, je voulais simplement vous informer du prochain rendez-vous de cette mensuelle qui aura lieu le 20 mai. On a prévu de vous présenter Weekendoo, qui est une plateforme d'accompagnement et de commercialisation d'expériences partagées avec des artisans. Voilà, donc si le domaine de l'artisanat, des expériences avec des artisans, des expériences humaines vous intéresse, si vous êtes client Weekendoo, ça c'était mon cas, et que vous voulez savoir comment ça se passe du point de vue de l'artisan, qu'est-ce que cette start-up peut faire pour l'artisan, venez le 20 mai prochain, on vous proposera d'en savoir un peu plus. Voilà, j'arrête de parler et je passe la main à Kemal.
Bonjour tout le monde, Kemal Evrim, cofondateur notamment de Brain New Media. Tout d'abord, je voulais remercier tout le monde d'être là, donc merci d'avoir pris le temps de venir et échanger avec nous. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est je vais essayer de vous présenter un petit peu Brain New Media, les solutions que nous avons mis en place aujourd'hui. Et après, pour chaque produit, on va dire, essayer de vous donner des cas concrets qu'on a mis en place sur le territoire. Et à la fin, on pourra échanger, poser des questions sur les technologies, si vous voulez. Et il y a en plus Isabelle et le musée Electropolis qui seront là pour témoigner sur l'escape game que nous avons réalisé ensemble il y a très peu de temps. Donc, je vais partager mon écran pour commencer. Voilà. Alors, je vais juste commencer par moi. Donc, je suis quelqu'un qui vient de l'innovation et des startups. Ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. J'ai commencé dans le milieu de l'architecture et des moteurs 3D il y a une quinzaine d'années maintenant. Et j'étais chef de projet dans deux startups. La plus ancienne qui a été rachetée par Epic Games, qui fait Fortnite, que vous connaissez peut-être de renommée. Et la dernière, on était spécialisé dans la réalité virtuelle à l'époque où les casques étaient en train d'arriver sur le marché. Et on a été racheté par un fonds d'investissement mixte avec des anciens de Facebook et de Google. Et du coup, quand ils ont racheté cette startup, il y a en 2016, toute l'équipe, on s'est retrouvé, comment dire, content d'avoir réussi un projet, mais au lieu de se séparer, on a décidé de rester tous ensemble pour garder nos compétences et les liens qu'on avait tissés, et on a créé Brain New Media, notamment avec Maxime, que certains d'entre vous connaissent. Donc aujourd'hui, on est une équipe avec d'autres qui nous ont rejoints en cours de route, mais ça fait un petit moment qu'on fait la route ensemble. On est tous des passionnés de technologie, mais on a une approche vraiment compréhension des enjeux métiers et surtout l'aspect marketing et l'aspect retour sur investissement qui est crucial pour nous. Donc sur tous nos projets, on commence par faire une étude pour essayer de déterminer avec vous quels sont les indicateurs de performance tels que les éléments de retour sur investissement, quelles sont les clés de réussite qu'on a déterminées pour le projet pour dire que le projet est une réussite par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés et surtout faire vivre ces projets dans le temps. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire comprendre à tous nos partenaires et à nos clients qu'un projet d'innovation technologique n'est pas une fin en soi. Il faut l'inscrire dans une stratégie globale où tous les autres, comment dire, départements comme la communication, le marketing, viennent en fait s'inscrire dans cette stratégie globale. S'il n'y a pas une réelle volonté de faire vivre et adopter cette solution par les utilisateurs, mais aussi les collaborateurs en interne, les résultats seront moindres. Donc, on travaille beaucoup avec ça aussi en amont. Donc, on a un projet d'accompagnement et de pilotage avec vous sur tous ces projets-là. Donc, on ne se contente pas uniquement de créer notre application ou expérience et vous le remettre entre les mains. J'espère que d'ailleurs, après, vous aurez plus l'occasion de discuter en direct avec Isabelle et Claudine qui vous diront comment nous avons procédé. J'attire aussi votre attention sur le fait que sur la plupart des mécaniques de gamification et des gameplays que nous mettons en place, nous consultons Elisabeth qui est docteur et qui valide que les mécaniques qu'on a mis en place sont valides d'un point de vue scientifique. Voilà. Euh, Deuxième petit point, comment dire, avant de continuer plus loin, je vais rapidement faire la distinction entre les différentes technologies immersives. Aujourd'hui,
vous connaissez au moins de renommée la réalité virtuelle. Cette technologie requiert que nous ayons un casque sur la tête qui va entièrement recouvrir votre environnement et votre réalité et va vous plonger dans, comment dire, dans un monde fictif ou reconstruit intégralement en 3D. Donc là, on voit plus du tout ce qu'il y a autour de nous, on est transporté ailleurs. Contrairement à la réalité augmentée qui utilise soit des tablettes, des téléphones mobiles de type smartphone ou des casques de réalité augmentée pour afficher des contenus dans notre réalité. Donc là, on est plus là pour sublimer ce qui existe ou révéler ce qui est invisible par-dessus la réalité. Et nous avons, comment dire, effectivement, avec les années, une troisième sorte de réalité qui est une convergence entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. C'est la réalité mixte, ou comme on dit en anglais, merge reality, qui permet en fait de mélanger la réalité et les hologrammes pour avoir le meilleur des deux mondes. Donc, je pense dans les années à venir, on va de plus en plus aller vers cette technologie, mais c'est donc, comment dire, c'est 5 à 10 ans encore, donc on a le temps de voir venir. Voilà. Si vous avez des questions déjà par rapport à cette mise au point, n'hésitez pas. En tant qu'équipe, nous, on vient tous de la réalité virtuelle, donc on a encore des projets de réalité virtuelle, même si aujourd'hui, je vais plus axer ma présentation sur la réalité augmentée. Si vous avez des projets de réalité virtuelle, n'hésitez pas. C'est notre, comment dire, première compétence initiale. Alors, la première solution que j'aimerais vous présenter, sont les visites immersives augmentées. À chaque fois, je vais vous montrer comment dire ces trois blocs, qu'est-ce que c'est, comment et pourquoi on l'utilise. Et après, on fera le cas particulier. À partir de maintenant, si vous avez comment dire, des remarques et des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Les visites immersives, c'est soit équiper à l'arrivée des visiteurs avec des tablettes quand ils vont arriver sur le lieu, ou leur faire télécharger une application afin de regarder la visite avec leur téléphone ou la tablette, afin d'afficher des contenus médias additionnels. Donc ça peut être du texte, des images, de la vidéo, de la 3D. Ainsi, nous pouvons, comment dire, recréer un guide, à travers la visite qui va donner des informations complémentaires, afficher des vidéos, des textes ou des interactions gamifiées pour interagir avec les différents éléments. Et on peut aller encore plus loin en ayant par exemple de l'audio si c'est nécessaire sur ces visites immersives. Comment ça se passe? Donc à partir de la tablette ou du téléphone, on vise les objets directement en 3D ou des affiches ou vous avez déjà entendu parler des QR codes à l'époque pour lancer des contenus. Aujourd'hui, chez Brave New Media, on est allé plus loin. On fait de la reconnaissance directe des objets. Donc, si on regarde un objet en volume, on peut déjà commencer à afficher des choses dessus. Par exemple, quelque chose qui est brisé ou qui n'est pas incomplet, on peut le montrer tel qu'il était à l'époque et les gens peuvent toucher, le tourner dans tous les sens et regarder. Ça permet effectivement d'ajouter de l'interactivité à la visite. On peut ajouter des éléments de gamification et surtout, ça permet de toucher des cibles plus jeunes aujourd'hui qui sont un peu plus hermétiques aux visites traditionnelles. Lors des moments où j'ai commencé à créer un petit peu ces solutions, j'ai participé à des visites scolaires à travers les musées, différents musées, et on voit la plupart étaient sur leur téléphone et regardaient à peine autour d'eux, en essayant de les impliquer plus avec les outils qu'ils ont l'habitude, on obtient beaucoup plus de résultats et d'implications sur les tranches d'âge, comment dire, qui sont, comme on dit, tech-savvy, qui sont très, très axés sur leur téléphone et leur technologie. Un exemple, par exemple, que nous avons réalisé était avec Archéologie Alsace, que beaucoup d'entre vous, je pense, connaissent.
Leur problématique, c'était ils ont à leur disposition une exposition itinérante qui se déplace, mais qui est très réduite. Ils ont juste quelques kakémonos et 2 à 3 vitrines selon la place qu'ils disposent. Mais derrière, pour des contenus beaucoup plus riches qu'ils n'arrivaient pas toujours à mettre en valeur. Donc, en utilisant les kakémonos et les objets qui étaient là, on a réussi à créer tout un storytelling à travers donc des vidéos, des interactivités et quelques éléments de gamification pour montrer un peu plus l'ampleur de ce que Archéologie Alsace avait à sa disposition et surtout à partir d'un kakémono qui est normalement un média, un print, on pouvait lancer des vidéos directement sur le kakémono, comme vous voyez sur l'image du milieu. C'est un écran, comment dire, interactif qui s'est déployé et qui permet en fait de voir les animations qu'il y a dessus. Afin de vous permettre de mieux comprendre comment ça pourrait marcher, je vais vous mettre, si j'accède au chat, un lien afin d'aller sur YouTube et regarder. Le volet, le volet chat n'est pas disponible, j'ai l'impression. C'est dans discussion, en fait, en bas de l'écran. Est-ce que tu vois? En fait, quand je suis en plein écran, en partage, j'ai plus accès Ah, à la navigation. Ok. Désolé, on avait testé ça. Au pire, je les mettrai à la fin, tous d'un coup, comme ça vous pourrez regarder, comme ça on perd pas de temps. En tout cas, Moi, j'ai j'ai des la vidéos. présentation, je peux la mettre éventuellement dans le chat. D'accord. Je vais faire comme ça. Hop. Voilà, je vous ai mis la courte vidéo. Et je retourne de nouveau. Voilà. Il faut savoir être pratique des fois. Et donc, vous allez voir ici, c'est une toute petite vidéo qui montre l'animation sur l'écran du milieu. Donc, ce genre de d'applications sont rapides à mettre en place. On essaie de valoriser au maximum les contenus qui sont à votre disposition et de mettre en valeur l'existant pour essayer de sublimer votre travail et votre quotidien. Donc, avec ce type d'application. Ça marche du coup sur même les objets 3D, comme je le disais avant. Ça, c'est une nouveauté, les gens n'en ont pas conscience. Nous n'avons pas besoin d'avoir de QR code particulièrement. On peut utiliser donc des images ou les objets eux-mêmes s'ils sont assez contrastés pour lancer directement les contenus par-dessus. Tant qu'il n'y a pas de questions, je continue, quitte à revenir dessus à la fin. Une autre typologie d'applications que nous proposons, ce sont les visites géolocalisées en réalité augmentée. La différence avant, aujourd'hui, les contenus, au lieu de se lancer à partir d'un déclencheur, comment dire, spécifique comme une image, un kakémono ou l'objet eux-mêmes, les contenus apparaissent quand la personne se trouve géolocalisée à un endroit spécifique. Ce qui fait que nous pouvons montrer, par exemple, à certains coordonnées, les personnes vont prendre leur téléphone et regarder avec leur caméra vers une direction. Et on peut voir, par exemple, un château tel qu'il était à l'époque dans son intégralité, ou rajouter des scènes, par exemple, si on est sur un site archéologique où il y a des ruines, on peut reconstituer la ruine, mais on peut aller plus loin en mettant les animations de comment les gens vivaient là-bas. Donc, on aurait les personnages qui se déplacent, on serait capable d'interagir avec, de déclencher des animations. Donc, par rapport à ce que vous avez connu déjà de la réalité augmentée ou virtuelle,
l'élément qu'on va beaucoup amener, c'est l'interactivité et la possibilité en fait d'interagir avec ce qu'on affiche. On n'est plus dans de l'affichage pur, mais on est vraiment dans une démarche où les visiteurs deviennent vraiment acteurs de leur visite, réellement en déclenchant les interactions. Euh, Ça aussi, c'est très puissant et ça marche en extérieur. Donc, ça peut être à l'intérieur d'une ville ou d'un parcours dans un parc. À partir du moment qu'on a une marche, on a un guidage géolocalisé qui nous amène d'un point d'intérêt à l'autre. Et à chaque point d'intérêt, nous avons soit des informations, soit des interactions qui, dans un storytelling qu'on a créé, fait vivre une histoire totale à travers cette visite en se déplaçant. Il y a deux typologies, donc en extérieur ou en intérieur. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Nous avons créé avec l'association comment dire, des commerçants du quartier Saint-Thomas et l'Eurométropole de Strasbourg, une application qui permet de visiter tout le quartier Saint-Thomas pour mettre en valeur l'héritage qu'on a sur l'imprimerie. Comme certains d'entre vous le savent sûrement, au 15e, 16e siècle, Strasbourg, c'était un peu la Silicon Valley de l'époque, avec l'effervescence que nous, on peut vivre aujourd'hui avec ces nouvelles technologies. L'imprimerie a fait vivre ces mêmes sensations, je pense, à l'époque aux personnes qui étaient impliquées. Aujourd'hui, il n'en reste plus grand-chose parce que la plupart des ateliers sont devenus soit des habitations ou les immeubles ont été détruits. Donc, ce parcours permettait de montrer les imprimeurs les plus connus de l'époque, où étaient situés comment dire, leurs locaux, donner des informations. Et en plus, à la fin, on pouvait déployer dans la rue Place Saint-Thomas un atelier complet d'imprimeurs avec tous les outils qu'ils avaient où les gens peuvent cliquer, avoir des informations, faire fonctionner la presse. Et en plus, on avait caché des énigmes et des jeux, des rébus pour que dans cet environnement numérique qu'ils avaient, ils se contentaient pas en fait de juste regarder ou cliquer une ou deux informations. Ils assemblaient des informations pour répondre aux questions, pour finir les quatre énigmes qui étaient à leur disposition. Si on trouvait les quatre énigmes, on avait une cinquième énigme qui se débloquait, qui était un rébut composé des réponses des autres questions. Et à la fin, on avait donc bravo, vous avez réussi, partagez votre expérience avec d'autres afin d'inviter sa famille, ses amis à essayer aussi. Donc c'est très intéressant, c'est une balade à travers tout le quartier et l'objectif était de créer des nouveaux flux endogènes ou exogènes de touristes dans ce quartier-là. La ville est sur le point de lancer donc cette application, on attend qu'ils la mettent à disposition actuellement. Je vous ferai signe quand vous pourrez l'essayer. Ça c'est une typologie de visite à distance. Et surtout, avec la même application, avec le temps, on peut rajouter, agrandir la visite ou rajouter différentes typologies de visites sur la même application. Donc, avec le temps, on peut les faire vivre. Une deuxième application exactement de la même technologie et du process, mais en intérieur, on les fait avec les Cora post-Covid. C'était à l'époque de Pâques. On avait lancé une chasse aux œufs pour les enfants et chaque œuf qu'on trouvait, c'était effectivement en réalité augmentée. L'œuf s'ouvrait et à l'intérieur, il y avait un mini-jeu pour les enfants qu'il devait résoudre. Ces œufs, ils pouvaient les faire, les premiers, ils pouvaient les faire apparaître directement chez eux pour commencer le jeu, ce qui faisait gagner automatiquement un lapin en chocolat pour les enfants qu'il fallait venir chercher dans le magasin. Et une fois qu'ils étaient dans le magasin, il y avait 4 autres œufs à trouver. Et si on avait tout fait, on pouvait gagner encore d'autres friandises, des réductions et des bons d'achat de 50, 100 et 200 euros.
avec un système de tirage au sort qui était dans l'application. Et donc, en se baladant à l'intérieur du magasin, on pouvait découvrir les œufs qui étaient là. Leur objectif, c'était d'attirer un petit peu des jeunes parents qui sont une typologie de clientèle que la marque Cora n'arrivait pas à toucher. Donc, ils avaient un profil d'utilisateur vieillissant. Donc, ils ont essayé d'utiliser cette technologie pour attirer cette cible-là, qui a très très bien fonctionné. On avait mis en place un nombre de nouveaux utilisateurs et de passages en caisse via les bons, etc., qu'on avait déterminé. Et on a fait x2 sur les valeurs qu'on avait déterminées comme clé de réussite. Et le nombre de chocolats à faire gagner sur 4 jours, à la fin de la première journée, il n'y en avait plus, on a dû en rajouter. Donc, il y a eu comment dire, un réel effort de la part de Cora en termes de communication sur les réseaux sociaux, sur leur propre support en amont pour mettre en avant cette application. Et pendant tout l'événement, il y avait des gens en place qui prévenaient les gens en disant attention, il y a un jeu en réalité augmentée. Si vous avez un smartphone, faites-le. Il y a des chocolats à gagner. Donc, il y a eu une réelle démarche qui a très très bien fonctionné. On est allé au-delà des KPI qu'on avait mis en place. Dans ce cas-là, dans ce cas de figure. Euh, Juste une petite question. oui, Vous avez dit qu'on peut vous interrompre, alors je me permets. oui. Est-ce que vous savez l'âge de ceux qui ont utilisé ce jeu? Parce que dans ma tête, Cora, c'est pas, comment dire, c'est pas l'endroit où se retrouvent les plus jeunes. Alors, Et- il faut savoir que quand on dit les plus jeunes sur ces technologies-là, ça va vers les 40 ans aussi, hein. Il y a une cible des jeunes familles, donc c'était 30, 35, 40 ans, la cible de typologie de famille qu'ils voulaient attirer. Donc, pas les ados 15, 20, 25 ans. Et du coup, selon les statistiques d'utilisation qu'on avait, on a donc réussi à toucher ces jeunes familles avec une moyenne d'âge qui était vers 30, 32, 35 à peu près de tête, je sais plus exactement. Mais en plus, on a vu que à peu près un quart des utilisateurs, c'était des personnes beaucoup plus âgées qui étaient venues, qui avaient téléchargé l'application et qui étaient venus avec leurs petits-enfants pour faire une sortie. Donc, il y avait énormément de grands-parents qui avaient fait l'expérience avec leurs petits-enfants. Du coup, on s'est rendu compte qu'ils sont aussi, cette cible est aussi friand d'expérience à partir du moment qu'ils peuvent le partager avec les leurs. Ok, merci. Je vous en prie. Et donc, pour finir, les escape games en réalité augmentée. Ça, c'est un petit peu mon petit préféré, mon chouchou dans ce qu'on fait. Il faut dire que chez Brain Numadia, on a une réelle appétence pour tout ce qui est patrimoine et culture. Pour ceux qui nous ont rencontrés, vous l'avez déjà vécu. À travers les escape games, on arrive à marier en fait nos deux compétences qui sont la 3D, le jeu vidéo, et l'histoire et le patrimoine. Un escape game, en fait, permet à une personne seule, en famille ou avec un groupe d'amis, de vivre une expérience extrêmement gamifiée, où on raconte une histoire, où on a des challenges, une suite d'énigmes et de mini-jeux à résoudre pour arriver au bout de l'expérience. Et souvent, chaque énigme ou mini-jeu est basé sur les contenus l'histoire qu'on a choisi de raconter basée sur des contenus pédagogiques, on va dire, hein, qu'on veut transmettre. Ces applications ont un réel avantage d'être extrêmement attractifs pour les plus jeunes générations. Du coup, effectivement, Diana, on glisse aussi, on touche là les plus jeunes adultes et les enfants qui rechignent pas à faire une expérience en famille ou même entre eux en groupe.
Et surtout, on arrive à commencer avec un escape game qui est déjà intéressant, avec un prix attractif et pas trop énorme. Et ensuite, faire vivre cette expérience avec une périodicité qu'on détermine, par exemple, une mise à jour tous les 2 fois par an ou une fois par an, qui fait que les gens, en fait, qui ont fait le premier, peuvent revenir pour, comment dire, refaire un nouvel escape game. Comme les gens ont pris l'habitude de payer en plus régulièrement pour ce genre d'expérience, pour vivre ces expériences, c'est pas un souci pour eux de revenir en groupe, de repayer une entrée pour continuer à faire ce genre d'escape game. Euh, il faut savoir aussi que selon ce qu'on veut faire, on peut toucher aussi des éléments qu'on avait vus tout à l'heure, c'est-à-dire un escape game peut commencer ailleurs, chez soi, et après on crée un flux vers le musée pour le continuer ou pas. Ce sont des possibilités qu'on a et qu'on pourrait mettre en place. Euh, Il y a une réflexion à avoir autour de peut-être nos flyers, nos brochures, comme élément de départ de ce type d'animation, qui peut Exactement. être ensuite continué sur place. Si on veut finir le jeu, faut se rendre sur place. Il y a un truc à imaginer derrière. Exactement. Les gens pourraient commencer à partir d'un flyer, d'une affiche dans comment dire, dans des lieux clés où les touristes se rendent de façon préférentielle pour créer des nouveaux flux qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas assez puissants. Par exemple, les agences de tourisme peuvent être comment dire, des forts prescripteurs en ayant ce genre d'affiches augmentées avec guidage vers des parcours ou un escape game qu'on lance à travers la ville ou dans un lieu de culture. Euh, Peut-être un moyen aussi d'amener ce public-là dans des endroits un peu plus secrets. Et du coup, enfin, là, je parle à l'échelle d'un territoire comme un office, et peut-être aussi de les emmener loin des foules, entre guillemets. C'est une manière de garder oui. la main sur le flux. Et on sait qu'il y a un enjeu clé en ce moment qui est Mhm. de ne pas concentrer, on va dire, le flux touristique à un seul endroit. Ouais. Euh, Ça permet de mieux voilà. contrôler les flux. Du coup, je réponds juste, je change de projet, j'allais le faire après. On l'a fait pour la librairie JFK à Boston, où en fait, à l'origine, on devait le faire à l'intérieur de musée, mais le projet est sorti de terre 2 semaines après le premier confinement qu'on a tous vécu. Donc, on a transformé l'application pour que les gens puissent faire apparaître le bureau ovale de Kennedy qu'on a reproduit à l'identique à l'aide du musée ou qui contient du coup un escape game à la maison. Donc, on a transporté le musée chez les gens et à la fin, en fait, on a invité les gens à se rendre, comment dire, sur le musée, dans le musée dès que c'était disponible. Donc, on a réussi à faire ce pivot très rapidement. Donc, dans le cas de l'escape game Kennedy, on peut le faire n'importe quel endroit où il y a un peu d'espace autour de nous. On n'est pas obligé d'être sur place, contrairement à Electropolis, où on a un réel flux, où on se promène à travers le musée pour compléter l'escape game à la recherche de l'information. Donc, à partir de là, je pense que il serait vraiment intéressant de commencer à échanger aussi avec Isabelle et Claudine dans le chat. Je ne sais pas si Damien a pu nous rejoindre ou pas. Damien, tu es là? Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour Damien. Damien est le chef du service scientifique au musée Electropolis merci de nous avoir rejoints. Avec plaisir. Je vous laisse peut-être à tous les trois un petit peu la parole pour voir comment vous avez vécu cette expérience de votre point de vue, la mise en place, la collaboration avec nous, et puis les gains que vous attendez un petit peu par rapport à votre musée et l'expérience utilisateur. Oui,
Alors, déjà, je vais m'y coller au niveau service scientifique. Mes collègues compléteront si elles en voient la nécessité. Alors moi, je m'occupe principalement au musée de tout ce qui est collection, hein. Donc vraiment la partie muséographie, la gestion des collections, la partie scientifique. Je ne suis pas du tout un homme de marketing. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, ce qui m'a séduit, c'est un de nos grands problèmes qui a été résolu, à savoir pouvoir faire fonctionner les objets. Nous, on a des objets électriques. On n'est pas un site archéologique, donc on peut les voir. On peut les voir, ils sont là en entier. La grande frustration, c'est qu'ils ont parfois 100, 150 ans, 200 ans, voire plus, et qu'il n'est pas forcément recommandé de les brancher à du 230 volts. Enfin, on peut le faire, mais ça marche qu'une seule fois en général, même si c'est spectaculaire. Et là, on a eu pour la première fois la possibilité, en réalité augmentée, de faire fonctionner les objets. Et franchement, c'est vraiment bluffant. Sans qu'on s'en rende compte, ça nous a, je dirais, solutionné ou facilité énormément de problèmes dans le travail de médiation. Puisque là, il y a des objets, ils ne fonctionnent pas, tu essayes pendant un quart d'heure de montrer que le truc se soulève quand tu approches. Et là, en fait, au cours du jeu, en réalité augmentée, au cours des différentes énigmes, le visiteur, il fait le boulot, il branche le machin, ça se met à fonctionner, on le voit et on le comprend tout de suite parce que ça bouge. Et ça, c'est vraiment une belle découverte et on en est vraiment content. On se réjouit à l'avance de pouvoir le mettre de pouvoir l'utiliser, ce jeu. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, on va le lancer un petit peu plus tard, mais il est presque prêt à être lancé. L'autre découverte ou l'autre surprise, je dirais que c'était plutôt les modalités de travail avec Brave New Media. Et moi, j'ai découvert quelque chose. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à intégrer ça, donc je le partage avec vous. C'est que pour ces jeux-là, ce que moi je pensais être la première étape, c'est-à-dire écrire un récit, des énigmes, un jeu, quelque chose de cohérent, un fil conducteur, c'est en fait la toute dernière étape. Ouais. Et voilà, alors moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça parce que où est-ce que vous voulez aller avec votre jeu? Je ne comprends pas. Voilà. Et en fait, on a une grande liberté. On a une immense liberté. Et cette liberté, en fait, je parle pour moi, mais on a du mal à l'utiliser. Et on part vraiment de ce qu'on peut faire techniquement qui serait sympa parce qu'on voudrait voir tel objet fonctionner, on voudrait voir telle lampe s'allumer, on voudrait voir tel appareil bouger ou fonctionner ou faire du son ou que sais-je. Et en fait, on part plutôt, je dirais, de nos rêves les plus fous au départ. Et le récit, il vient tout à la fin. Et après, on construit une histoire. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais une fois qu'on a compris le truc, ça donne vraiment une liberté et c'est vraiment très, très chouette à mener comme projet. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire comme ça. Merci Damien. Est-ce que, merci hein, Damien pour ce retour plein d'énergie, sans jeu de mots, mais un peu quand même. Aux offices de tourisme qui sont là, aux sites touristiques, aux musées, est-ce que vous avez envie de poser une question à Damien ou à Kemal sur je ne sais pas, par où on commence, enfin, est-ce que vous avez des questions à leur poser? Pour les plus timides, via le chat, ça marche aussi. Moi, j'ai juste peut-être une question. C'est la durée d'un tel projet, du démarrage jusqu'à la fin environ, ou une durée moyenne pour ce type de projet? Pour un escape game, une bonne moyenne d'expérience, surtout pour une première itération, on essaie de viser à peu près 30-40 minutes. Ok, mais je veux dire la durée de travail sur un tel projet, je me suis peut-être mal exprimée. Oui, pardon, je croyais que vous parliez Non, de la durée de l'expérience.
Et comme l'a dit très bien Damien, la partie la plus longue, c'est pas la partie de développement, c'est la partie de conception. Effectivement, déterminer quels sont les endroits clés, les contenus pédagogiques intéressants qu'on veut faire passer, qu'est-ce qu'on veut faire retirer comme expérience à nos visiteurs. C'est la partie où effectivement on vous accompagne, on travaille pas mal ensemble, qui prend la partie la plus longue de l'expérimentation. Donc, je dirais cette partie, selon à quel point vous êtes, comment dire, déjà structuré dans votre projet, peut aller de 1 mois à 2 mois, je dirais, la partie vraiment déterminer l'expérience. Et à partir de là, nous, la production, c'est à peu près 2 mois pour le réaliser. Et on se prend ensuite 2 semaines à 2 semaines, 3 semaines pour faire des tests. C'est-à-dire une fois que l'expérience on fait venir des public tests, on valide effectivement les postulats qu'on avait fait ensemble, comment les gens se comportent, est-ce que les énigmes sont bien compris, on réajuste, on réadapte, on fait des itérations jusqu'à ce qu'on soit satisfait, et à partir de là, on déploie. Donc, je dirais une bonne moyenne de confortable, hein. On pourrait baisser cette durée, mais compter 4 mois n'est pas déconnant pour moi. Ok, entendu, merci. On pourrait aller plus vite, ceci dit, mais ça diminue la partie, comment dire, la partie échange. Si vous êtes bien structuré, ça peut aller beaucoup plus vite. Sachant que la partie test peut se faire, elle se fait forcément avant le lancement. On peut tester en lançant le produit. Il y a une phase, comment dire, qu'on fait avant le lancement pour que tout le monde comment dire, a bien vérifié. Je parle même pas de debug, c'est vraiment en termes de par rapport au public cible, on crée comment dire, des petits groupes représentatifs en amont à qui on fait tester. Et nous avons donc des gens chez nos partenaires, ici comme Electropolis ou de chez nous, qui prennent des notes. On les filme, on regarde s'il n'y a pas de gros blocage qui rend le jeu moins fun, on va dire, et on réajuste. Et après, au fur et à mesure que c'est déployé, s'il y a des ajustements à faire, c'est pas un souci. J'en profite juste pour vous mentionner qu'à ADT, on a créé une base de données de testeurs alsaciens. Si vous avez des nouveaux produits à lancer sur vos musées ou vos territoires, on peut solliciter cette base de testeurs alsaciens pour recueillir leur retour et leurs propositions d'amélioration. Donc, pour tout nouveau produit sur le territoire alsacien, on peut revenir vers eux et les faire tester. Alors, on peut tester de manière virtuelle un concept ou en réel bientôt. Voilà, j'en profite juste pour dire qu'on a déjà une base d'Alsaciens volontaires de tester de nouveaux produits touristiques dans la région. Un autre point qui est intéressant, on a travaillé avec du coup Damien et son équipe et Claudine à la création de contenu, comment dire, de communication et marketing pour valoriser l'application. Donc nous avons par exemple une vidéo qui a été tournée de 1 minute 10 qui sert de trailer que vous allez bientôt dévoiler, je pense. Dès que le lancement va se faire. Donc, toute la production, comment dire, tout ce qui est print et vidéo peut être aussi fait chez nous. Je suis aussi co-créateur en fait de Digital Village, qui est une agence digitale qui fait tout ce qui est site internet, applications mobiles classiques, enfin tout ce qui est numérique un peu plus classique. Donc on est capable aussi en partenariat avec eux, vous donner tous les outils nécessaires pour compléter l'expérience un peu innovante, on va dire. Au revoir Céline. Merci en tout cas pour cette présentation. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est le moment. Si vous avez, si quelque chose n'était pas clair par rapport à la présentation, si vous avez
Si vous avez des projets, effectivement, vous Ouais. voulez savoir comment on pourrait faire. Euh, je complète en disant aussi, si vous voulez voir concrètement ce que ça donne, dès que c'est possible de se voir en vrai, on peut vous faire toutes les démonstrations pour que vous puissiez manipuler. N'hésitez pas du coup à rentrer en contact avec nous pour faire des tests in situ. Même juste pour confronter votre projet à une réalité technologique. N'hésitez pas à aller vers Kemal, c'est vraiment quelqu'un qui a enfin, parce que des sociétés qui font de la réalité augmentée, il y en a un certain nombre. Moi, voilà, je n'ai pas de parti pris, mais je peux vous dire que si vous vous adressez à Kemal, il écoutera vraiment ce que vous avez à lui dire. Oui, C'est-à-dire qu'il écoutera vraiment votre projet et de trouver une solution. Il n'est pas en train de vous vendre un produit, quoi. Il s'intéresse vraiment à votre projet et il essaye de l'optimiser. Voilà. merci, c'est gentil. Effectivement, notre agence, on travaille aussi sur le secteur de la santé et l'industrie. C'est là, effectivement, comment dire, financièrement, c'est beaucoup plus important pour nous. Nous, le patrimoine, les cultures, on y est par réelle appétence et parce qu'on est convaincu que ces outils doivent servir au plus grand nombre et qu'on puisse les utiliser partout. Donc, c'est une réelle démarche, comment dire, de cœur pour nous. J'aurais juste une question. Oui, Joël. Oui, en fait, je n'ai pas vu le budget pour l'Escape Game à Electropolis, puisque vous aviez noté un peu les chiffres. D'habitude, Oui, d'habitude, nos escape games ont un budget aux alentours de 20 000 euros. À partir de 20 000 euros, vous pouvez faire un escape game complet et déployé chez vous dans votre site. d'accord. Merci. Selon l'ampleur et la durée, effectivement, plus on rajoute, plus ça peut être important. Mais comme je disais, 35 minutes à peu près de jeu gamifié, c'est à partir de 20 000 euros. Ok, merci. Merci. J'avais juste une question aussi par rapport à la construction scénographique, parce que là, par exemple, sur le château ou sur l'épopée industrielle, on a, enfin, je vois par rapport au guide, par exemple, de présenter aux gens comment était le château au XIIIe siècle. Mhm. Par rapport à ces images-là, pour les replonger, leur montrer justement cette réalité augmentée, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous fournisse? Parce qu'aujourd'hui, on a des plans, mais on n'a pas de photos, de gravures, ou est-ce que c'est votre équipe qui va travailler là-dessus et scénographier et créer les images en 3D, ou comment est-ce que vous fonctionnez par rapport à la création de ces contenus? Alors, c'est une très bonne question, merci. Et c'est un des aspects passionnants. Soit, effectivement, nous avons des données archéologiques, historiques, comme vous avez dit, qui nous permettent de les recréer à l'identique. Quand ce n'est pas le cas, nos artistes s'inspirent des choses équivalentes, on fait des recherches, des vraies recherches. On se rend même des fois dans des archives pour regarder les choses qui sont approchées le plus. Dans la zone, on essaie de se projeter, du coup, sur ce que ça aurait pu être. Et on reconstruit. Et après, on travaille avec des experts ou vos équipes pour valider que ça correspond, comment dire, au postulat qu'on a, parce que même les archéologues, ils font des postulats. On fait pareil, on essaie de les valider, on reconstruit. Mais effectivement, ce sont mes équipes qui peuvent être, comment dire, ceux qui proposent la 3D si vous ne l'avez pas à disposition. Si vous en avez, on l'utilise. Si vous n'avez pas, on travaille avec vous pour essayer de créer quelque chose qui est juste d'un point de vue, comment dire, technique. Ok. J'avais une autre question par rapport à cette application, parce qu'elle existe, je pense, au niveau d'Internet. Là, c'est plus budgétaire, donc il y a un coût de réalisation, de fabrication. Je pense qu'il y a aussi de la traduction à prévoir pour les clientèles étrangères. Est-ce que c'est également compris dans ce prix-là? Et après, est-ce qu'il y a un coût de fonctionnement annuel? Et quel cas, de combien est-il pour pouvoir l'estimer aussi dans nos budgets? Oui, au niveau des langues, les escape games aujourd'hui, on les propose directement packagés en français, anglais, allemand.
Les langues supplémentaires, il faut compter à peu près 1 millier d'euros par langue qu'on rajoute, sauf les langues atypiques, donc tout ce qui est chinois, mandarin, russe, qui changent d'alphabet, parce que du coup, comme ils s'inscrivent différemment, on est obligé de recréer en fait l'application en inversé, et c'est un peu plus long. Mais au-delà de ça, oui, on a 3 langues, c'est trilingue en termes de langue. Et ça, même s'il y a de l'audio, c'est pas un souci. Donc, on arrive à avoir l'audio, on a des générateurs de voix. Et l'autre question, c'était... C'était le coût annuel de fonctionnement ou d'hébergement par rapport à l'application, puisqu'il y a le coût de création, mais après, je pense qu'il y a tout ce qui est au fonctionnement annuel par rapport au maintien de l'application, du Ouais. jeu. C'est simplement un ratio du coût total du projet. Par exemple, pour un projet à 20 000, le coût de fonctionnement annuel et de maintenance serait à peu près de 2 000. D'accord. On applique tout simplement un ratio. Si c'est un projet à 100 000, du coup, la maintenance serait à 10 000. D'accord. Ok. Voilà. Merci. Je vous en prie. Et du coup, surtout quand vous avez fait déjà une partie, rajouter des itérations supplémentaires, on va forcément avoir soit des gains financiers, soit on va pouvoir utiliser l'argent qu'on n'a plus besoin de mettre dans... Un petit grand café d'ailleurs. Tu as vu mon mail? Non, j'étais sur un doc là. Nous avons ça fait 1 heure que j'ai vu. un audio parallèle. Ça fait 1 heure que j'ai pas regardé mes mails. Je crois que c'est Isabelle. Lequel? Je t'en ai... Voilà, tout va bien. Alors, Kemal, on ne tend... Voilà, j'ai désactivé tous les micros. Du coup, il y avait une question, je crois. On a été interrompu. On avait parlé. Ah oui, je disais effectivement pour les itérations suivantes, comme on a déjà financé l'application et l'infrastructure de l'application, les budgets peuvent aller vers plus de contenu, plus d'interactivité et plus de jeux ensuite dans les itérations suivantes. On arrive tout doucement au bout de cette mensuelle. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Est-ce que quelqu'un veut poser une dernière question? Moi, je vous invite à prendre contact avec Kemal. Dès qu'on raccroche, on vous envoie avec Charline la présentation et aussi un petit questionnaire pour nous dire comment vous trouvez ces mensuels et encore une fois, challengez-nous sur les prochaines. Je vous remercie à tous d'être venus. Kemal, merci pour tout. Merci aussi à Claudine et puis à Damien pour leur présence et leur témoignage.